Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'architectures qui sont standardisées et qui sont finalement des architectures qu'on retrouve dans les différents ordinateurs que l'on peut croiser. Et il y a deux architectures particulières qui nous intéressent. La première, c'est l'architecture de Von Neumann, voilà, qui est quelque chose qui a été créé en 1945, donc qui n'est pas tout jeune. Mais ce qu'il faut noter sur l'architecture de Von Neumann, c'est qu'elle est toujours d'actualité, parce qu'en fait, ça, c'est l'architecture qui est à l'intérieur de vos PC. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette architecture-là, qui lui est un peu singulière? Elle nous dit qu'il y a un processeur, donc typiquement un processeur, hein, un Core i5, un Core i7, hein, ce que vous avez, qu'à l'intérieur de ce processeur, on a ce qu'on a vu la fois précédente, c'est-à-dire une unité de calcul, que cette unité de calcul, elle travaille avec des registres qui sont disponibles à côté, et puis on a une unité de contrôle qui va piloter finalement cette unité de calcul en fonction du programme qui va arriver. Donc là, on va dire jusque-là, c'est un processeur classique. Donc ce qui est plus spécifique à l'architecture de Von Neumann, en fait, c'est que sur un bus, eh bien, elle va relier donc les systèmes de stockage qui peuvent être lents, mais qui ont l'avantage d'être persistants, donc comme ce que nous on a aujourd'hui, les disques durs, des SSD, des cartes flash, ce genre de choses, d'accord, et de la mémoire pour faire tourner nos programmes et stocker nos données. Et en fait, c'est ça qui est particulier dans l'architecture de Von Neumann, c'est qu'on n'a qu'un seul type de mémoire qui va stocker à la fois les programmes et les données. Alors ça vous paraît un peu normal, puisque c'est ce que vous avez l'habitude d'avoir dans vos PC, il n'y a qu'un seul type de SDRAM, mais en fait, c'est pas forcément un standard, et on va voir que c'est pas le cas, par exemple, de notre Arduino. Donc cette architecture, elle vous paraît très classique parce que c'est celle que vous connaissez, qui est dans vos ordinateurs. Voilà. Mais sa particularité, c'est celle-ci, c'est de dire on n'a qu'une seule mémoire qui est globale, en tout cas mémoire vive, qui est globale et qui partage du code et des données. Voilà. Et puis au travers d'un bus, on a relié tous les éléments, y compris les entrées-sorties, qui vont aller derrière. Alors en pratique, dans un PC, des bus, il y en a plusieurs parce que les technologies sont différentes, mais on peut dire que d'un point de vue architecture, en fait, on a globalement un bus au travers de tout ça. Donc cette architecture de Von Neumann, comme j'ai dit, elle a été créée en 1945 et elle a été implémentée dans un premier ordinateur qui s'appelle l'EDVAC. Voilà. Et c'est une architecture qui a été reprise dans l'Intel 8086, donc l'ancêtre des processeurs que vous avez dans vos ordinateurs, et qui est repris aujourd'hui toujours dans les différents corps. Alors, bien sûr, elle a évolué, hein, cette architecture de point de vue interne, mais on va dire d'un point de vue très macro, elle reste toujours de ce type-là. Voilà. Donc ces points importants que j'ai soulignés ici, une unité de contrôle, une unité de traitement qui sont séparées, une seule mémoire dans laquelle on va trouver le programme et les données, et puis un système qui permet d'étendre ces entrées-sorties avec un bus pour relier tout ça. Alors il y a un autre type d'architecture qu'on peut trouver, qui n'est pas dans vos PC, mais qui va être par exemple dans les processeurs Atmel utilisés par Arduino. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'architecture Harvard. Donc c'est une architecture qui est à peu près des mêmes années, hein, c'est 1937, cette architecture-là, avec des implémentations, je crois, dans la CPU un petit peu plus tard. Et en fait, la différence qu'il y a entre cette architecture et la précédente, je vais la passer, vous le verrez mieux ici, hop, parce qu'elle est indiquée, c'est qu'on a séparé la mémoire des programmes et la mémoire des données. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette chose-là? Parce que, en fait, quand on mutualise les deux, finalement, les programmes, on va les avoir à la fois de façon persistante et à la fois en mémoire. Donc finalement, les programmes vont prendre 2 fois l'espace mémoire nécessaire. Alors, forcément, dans le cadre d'un PC, on ne va pas forcément imaginer exécuter un programme directement depuis le disque dur, donc c'est assez logique de prendre le programme qui est sur un support très lent qu'est le disque dur, de le charger en mémoire et de l'exécuter en mémoire. Par contre, quand on est sur un système qui est beaucoup plus petit et embarqué, où on n'a pas de disque dur, là, le programme tourne dans une EEPROM, qui est dans de la flash qui est à l'intérieur du microcontrôleur, et flash qui peut fonctionner à la même vitesse que le microcontrôleur, parce que le microcontrôleur fonctionne assez lentement. Et donc, du coup, ce ne serait pas très intéressant d'avoir cette flash-là qui est ensuite vidée dans la mémoire, qui est en petite quantité dans un système embarqué, pour ensuite être exécutée. Donc on va préférer avoir un système de stockage persistant pour stocker les programmes et travailler directement sur ce système de stockage-là pour aller exécuter du code. Et du coup,
La mémoire dynamique, elle, ne va être utilisée que pour stocker les données qui vont être processées par le système. Donc, cette architecture-là, à Harvard, elle est assez intéressante dans le cas de systèmes embarqués, et du coup, on va la retrouver dans un système comme Arduino. Voilà. Donc, la principale différence, vous voyez, c'est celle-ci. Il y a un impact aussi, c'est que le programme ne peut pas s'automodifier. Alors, c'est assez rare qu'on fasse du code généré, enfin, en tout cas, c'est de moins en moins rare, mais il fut un temps où les machines n'allaient pas très vite et on pouvait faire du code autogénéré. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir une boucle avec un saut qui remonte à la boucle, ben, on générait le contenu de toutes les itérations de la boucle pour arriver à gagner du temps en exécution. Voilà. Alors après, il y a plein d'autres utilités de ce genre de choses, même si c'est un peu du hack en général. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a un programme qui est en RAM et donc sur un PC, qu'on peut difficilement, enfin même qu'on ne peut pas faire quand on est sur un microcontrôleur ou un système embarqué qui utilise une architecture Harvard avec son programme en flash. Ce qui ne veut pas dire que le programme ne peut pas écrire dans la flash, puisque très souvent, ces systèmes sont capables de s'auto-mettre à jour, et donc ils peuvent écrire dans leur flash. Mais c'est un peu plus difficile de faire la génération de code avec. Voilà, ils peuvent avoir toujours un système de données persistant, hein, complémentaire, puisque la mémoire pour les programmes est une mémoire qui justement est faite pour les programmes et qui est souvent de taille qui est assez réduite. Donc on peut très bien avoir un système avec une architecture Harvard qui a un autre système de stockage de type, par exemple, carte flash, pour aller stocker des données qui sont capturées ou ce genre de choses. Donc on peut toujours le rajouter. Voilà. Après, on a des choses qui sont quand même assez communes, hein. Globalement, l'idée, c'est de relier tout ça au travers d'un bus. On a toujours une unité d'exécution, on a toujours une unité de contrôle, on a toujours des registres, et on a toujours des I/O qui, globalement, sont les mêmes. Voilà. Donc la petite nuance, elle est bien sur cette séparation entre mémoire des programmes et mémoire des datas, qui est séparée dans le cadre d'une architecture Harvard et qui va être fusionnée quand on est sur une architecture de von Neumann. Voilà. Donc l'Arduino, alors l'Arduino c'est assez large parce qu'en fait Arduino c'est une plateforme qui peut avoir plusieurs systèmes électroniques dedans, donc plusieurs architectures potentiellement. On va dire l'Arduino initial, celui qui est basé sur un Atmega 328P, lui repose sur une architecture qui est une architecture de type Harvard. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, entre autres. Petit point d'architecture aussi qu'on n'a pas encore évoqué et qui est assez important à comprendre quand on parle d'Arduino et aussi globalement quand on commence à regarder un peu comment tout ça fonctionne. Dans l'écosystème des processeurs, on a deux grandes familles. Une famille qu'on appelle les CPU, donc qui sont les processeurs comme vous connaissez le plus souvent, c'est-à-dire les Intel ou que ce soit les ARM qui sont dans un MacBook ou éventuellement même ceux qui sont dans un téléphone portable, enfin ça c'est valable sur les portables. On va dire que c'est des processeurs dont le but n'est que d'être un processeur. C'est-à-dire qu'ils ont l'unité de traitement, ils ont l'unité de contrôle, ils ont les registres à l'intérieur, éventuellement de la flash, du cache. Voilà. Donc ça, c'est le cœur du système. Et autour de ça, faut mettre tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire de la mémoire de stockage, de la mémoire vive, des I/O, des bus, et ainsi de suite. Alors, tout ça, ça fait un système qui est assez complexe. Et quand on veut faire quelque chose de très simple, comme, je sais pas, une télécommande, voilà, pour faire un truc très simple, si sur la carte, on commence à devoir mettre un processeur, plus un composant mémoire, plus un composant pour faire des entrées-sorties, plus un composant pour faire la mémoire flash, et ainsi de suite, ça va faire un circuit qui est complexe et donc un circuit qui est coûteux. Et donc, pour simplifier un peu les choses, eh ben, tous ces composants-là, on peut aussi les intégrer à l'intérieur d'un seul chip. Et dans ce cas-là, ce chip-là, ça s'appelle un microcontrôleur. Donc un microcontrôleur, c'est comme un microprocesseur, sauf qu'en plus, à l'intérieur, il y a un microprocesseur, de la mémoire, des entrées-sorties, de la flash, des systèmes de communication, les horloges, et ainsi de suite. Voilà. Donc on va avoir tout ça à l'intérieur de notre chip, et ça va nous permettre finalement d'avoir un système complet, un système informatique qui fonctionne en n'ayant qu'un seul composant. Donc la semaine dernière, quand on a fait le TP d'Arduino, vous avez vu, on a vu la carte. Sur la carte, il y avait un seul et unique chip. Et ben, ce chip-là, c'était un microcontrôleur, donc notre fameux Atmel 328P. Et ce microcontrôleur, il intègre tous ces éléments. Donc toute l'architecture qu'on a vue précédemment, hein, que ce soit sur ça, en l'occurrence celle de Harvard, elle est intégrée à l'intérieur d'un seul chip. Voilà.
Du coup, ça permet de faire un système simple, donc un système qui est globalement peu coûteux, qui prend peu d'espace, qui consomme peu d'énergie, et ainsi de suite. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas étendre ce système, hein, bien entendu, on peut lui rajouter aussi d'autres choses, on peut rajouter de la mémoire, on peut rajouter des entrées-sorties, et ainsi de suite, mais globalement, l'idée, c'est qu'il suffise à lui-même. Voilà. Donc dans le monde de l'informatique embarquée, des objets connectés, des objets du quotidien qui contiennent un traitement informatique, et ben, dans ce monde-là, on va utiliser plutôt des microcontrôleurs parce que globalement, ça coûte moins cher à produire que des solutions avec des processeurs. Par contre, quand on est sur l'informatique côté serveur ou l'informatique desktop, enfin voilà, ordinateur portable, ordinateur de bureau, ainsi de suite, là, on va plutôt utiliser des CPU et ajouter des éléments autour parce qu'en fait, on va dire la puissance de calcul dont on a besoin demande plus d'espace dans le silicium et par conséquent, on évite dans le silicium de rajouter des éléments supplémentaires. Voilà. Donc on va se focaliser là-dessus.